Sur cette chaîne, nous avons déjà disséqué les meilleures interprétations de l'histoire. Mais aujourd'hui, nous allons un pas plus loin, vers quelque chose de plus extrême et vertueux. Les duels d'acteurs. Ces collisions où deux légendes, prêtes à mourir pour le rôle de leur vie, se sont retrouvées face à un rival qui cherchait exactement la même chose. Et le résultat fut une guerre d'intensité et une qualité d'interprétation presque impossible à croire. Car il ne s'agit pas seulement de partager une scène, c'est une collision d'ego, une lutte pour l'air, où deux titans se dévorent devant la caméra jusqu'à ce que l'écran s'enflamme. Préparez-vous. Après avoir vu ces duels, toute performance individuelle vous semblera être du théâtre pour enfants. So you never wanted a regular type life? The fuck is that? Barbecues and ball games? Yeah. En 1995, le monde s'est arrêté. Pour la première fois dans l'histoire, les deux plus grandes forces de la nature de leur génération, Robert De Niro et Al Pacino, partageaient le même cadre. Et ils l'ont fait dans un café, en plein jour, sans armes, seulement avec la parole. Michael Mann a eu l'intelligence de ne pas nous donner une scène d'action conventionnelle, mais un duel d'esprit. L'élégance froide et contenue de Neil McCauley heurte frontalement l'intensité histrionique et erratique de Vincent Hanna. C'est le prédateur face au prédateur. Pas de musique, pas d'esbrouf. Seulement deux hommes qui se reconnaissent comme égaux dans un monde qui ne les comprend plus. La tension est si réelle que l'on peut sentir le poids du silence entre leurs phrases. De Niro utilise le minimalisme, communiquant d'un battement de cils ce que d'autres feraient avec un monologue. Pacino, au contraire, semble sur le point d'exploser, maintenant le contrôle par un fil invisible. C'est une chorégraphie de respect mutuel et de condamnation partagée. À cette table, tous deux confessent qu'ils se tueront si nécessaire, et ils le disent avec le naturel de celui qui commente la météo. C'est le sommet du cinéma de genre. Deux mythes qui cessent d'être des acteurs pour devenir les deux faces d'une même pièce. You bloody maniac! You could have killed me! Tush, not dead-eyed Wyke, the demon gunman of Cloak Manor. No. Dans Le Limier, une seule pièce a suffi pour créer l'un des affrontements d'acteurs les plus légendaires de l'histoire. D'un côté, Laurence Olivier, l'incarnation du prestige shakespearien, le vieux lion du théâtre britannique. De l'autre, un jeune Michael Caine, symbole de la nouvelle vague, du charisme moderne et de la rupture avec le passé. Ce qui se passe dans ce manoir rempli d'automates et de jeux macabres est une guerre d'humiliation. Olivier incarne un aristocrate intellectuel qui méprise les origines modestes de Caine, tandis que Caine utilise sa fraîcheur et son assurance pour démonter peu à peu l'arrogance de son rival. Le film repose uniquement sur leurs épaules. Ils n'ont besoin de rien d'autre. Chaque dialogue ressemble à une partie d'échec psychologique où les répliques tombent comme des coups d'escrime. Olivier est gigantesque, théâtral et venimeux, tandis que Caine prouve qu'il peut regarder dans les yeux la plus grande légende de son temps sans ciller. Un affrontement où le spectateur ne sait jamais qui a réellement le contrôle, jusqu'à ce qu'il soit déjà trop tard. For real? Yes, naturally. When the police come, I have to show them a real lump. Pour comprendre ce qui se passe dans « Qu'est-il arrivé à Baby Jane ?», il faut accepter que ce que nous voyons à l'écran n'est pas seulement du jeu. C'est un duel entre deux actrices qui se détestaient avec une intensité démoniaque. Le film nous enferme dans un manoir décadent, avec deux sœurs, anciennes enfants stars, piégées dans un cycle éternel d'envie et de maltraitance. Jane, une femme mentalement désintégrée, qui refuse d'abandonner son passé d'enfant prodige, torture psychologiquement et physiquement sa sœur Blanche, qui vit clouée dans un fauteuil roulant. C'est le duel d'acteurs le plus toxique de l'histoire, car le venin qu'elle se lance n'est pas né dans le scénario, mais dans des décennies d'une haine professionnelle et personnelle qu'Hollywood n'a jamais pu contenir. Si les interprétations sont magistrales, le véritable duel s'est déroulé hors caméra. Bette Davis, la technique pure et le caractère volcanique, méprisaient la beauté calculée et le statut de star de Crawford. On raconte que Davis a fait installer un distributeur de Coca-Cola sur le plateau juste pour contrarier Crawford, dont le mari était dirigeant chez Pepsi. Pendant les scènes de maltraitance, le réalisme était terrifiant. Lors d'une séquence de lutte, Davis a frappé Crawford avec une telle force que celle-ci a eu besoin de points de suture. Crawford, dans une vengeance silencieuse et technique, a rempli ses poches de poids en plomb lors d'une scène où Davis devait la traîner, cherchant à briser le dos de sa rivale. Voir ce duel, c'est assister à la façon dont deux titans utilisent leur art pour se détruire mutuellement, nous offrant une œuvre où le jeu devient indiscernable de la réalité. This is
wasn't enough time, Michael. Wasn't enough time. We'll get there, Pop. We'll get there. Dans Le Parrain se joue le duel le plus iconique et transcendantal du cinéma. Marlon Brando, le vieux patriarche, le dieu de la méthode, fait face au miroir de son propre héritage en la personne d'un jeune Al Pacino. Vito Corleone est l'autorité qui n'a plus besoin de crier pour faire la loi, un homme qui a transformé le poids de ses péchés en une présence mystique, tandis que Michael est la retenue qui tente de nier sa nature jusqu'à ce que le destin le réclame. Le film se construit sur le regard d'un fils qui observe son père pour comprendre le prix de la survie. Contrairement à d'autres entrées, dans ce duel, nous ne voyons pas un affrontement d'ego, mais une danse de silence et de gestes minimaux. Brando joue à partir de la fatigue de celui qui connaît la faim, remplissant le cadre d'une chaleur crépusculaire. Pacino le fait à partir du vide, filmant comment la lumière de l'innocence s'éteint dans ses yeux pour laisser place à la froideur la plus absolue. Le point culminant de ce duel est la scène du jardin, où un père confesse à son fils l'échec de ses espoirs. C'est une tragédie grecque filmée, où la maîtrise de la mise en scène de Coppola permet à la vulnérabilité de Brando et à la froideur naissante de Pacino de se fondre dans un unique flux de mélancolie. C'est la perfection de la mise en scène au service d'une fatalité sur le pouvoir, le temps et la perte irréparable de l'identité. Performance tonight looked like an Easter pageant. I want you to get yourself a little alert now, a little life in you. Stop that! Pull yourself together. Qui a peur de Virginia Woolf se déroule durant une seule nuit, où un couple piégé dans des années de frustration, d'alcool et de ressentiment invite deux jeunes chez eux, seulement pour les entraîner dans une spirale d'humiliation, de jeux psychologiques et de vérités insupportables. Mais ce qui est véritablement irrépétible, c'est que cet enfer émotionnel s'appuyait sur la réalité. Elizabeth Taylor et Richard Burton étaient le couple le plus extrême, chaotique et obsessif d'Hollywood. Le film fonctionne comme une autodestruction filmée. Burton incarne un homme consumé par l'échec et l'orgueil blessé, tandis que Taylor livre la performance la plus féroce de sa carrière, vulgaire, manipulatrice, dévastatrice et profondément triste à la fois. Chaque dialogue semble être une blessure ouverte. Chaque insulte sonne trop vraie. On n'a pas l'impression qu'ils interprètent des personnages. On dirait qu'ils utilisent le cinéma pour se détruire mutuellement face aux spectateurs. Et c'est là que naît la grandeur du duel. C'est une guerre émotionnelle où les deux acteurs se poussent vers des niveaux de vulnérabilité presque insupportables. Mike Nichols transforme le noir et blanc en une prison psychologique où l'amour et la haine sont déjà indiscernables. Le résultat est l'un des affrontements d'acteurs les plus cruels, intimes et dévastateurs jamais filmés. Nej, nu ska du prata! Om du har någonting att säga ska du jävla ringa! Bergman réduit le cinéma à deux visages, et pourtant semble contenir en eux toute la complexité de l'âme humaine. Persona suit une actrice qui a décidé de cesser brusquement de parler, et l'infirmière chargée de s'occuper d'elle, dans une maison isolée face à la mer. Cependant, nous ne parlons plus ici d'un duel entre deux actrices. Nous parlons d'un duel entre l'âme, interprétée par Bibi Andersson, qui crie les vérités, et la personne, le masque, interprété par Liv Ullmann, qui maintient son vœu de silence. C'est le yin et le yang, deux moitiés d'un même être qui ont désespérément besoin de fusionner, mais en sont incapables. Anderson joue à partir de la parole, de la fragilité et du besoin désespéré d'être écouté, tandis qu'Ullmann transforme le silence en l'une des interprétations les plus hypnotiques de l'histoire. Son visage immobile semble cacher un abîme impossible à déchiffrer. Chaque regard entre elles possède l'intensité d'une confession intime et la violence d'une attaque psychologique. Le moment où leurs visages se superposent à l'écran est l'image définitive de la dissolution du moi. C'est un duel qui dépasse les actrices elles-mêmes car, plus que jouer, elles ont canalisé la lutte universelle de l'âme fragmentée en deux corps qui a besoin de fusionner pour revenir à l'unité. Je suis un fervent défenseur de l'idée que l'interprétation de Daniel Day-Lewis dans There Will Be Blood est indépassable. Et si ce duel n'est pas en première position, c'est parce que, sincèrement, il n'est pas équilibré. Paul Thomas Anderson filme ici un duel de volonté qui transcende l'écran pour devenir un choc biblique entre le capitalisme extrême et le fanatisme religieux. C'est un Macbeth moderne, sans château ni couronne, seulement l'ambition, le pétrole et une solitude absolue. Plainview est le loup qui dévore la terre, tandis qu'Ellie est le serpent qui s'enroule autour de l'âme des hommes.
Le conflit ne porte pas seulement sur une parcelle de terre en Californie, il porte sur celui qui possède la vérité. Daniel Day-Lewis livre une interprétation d'une échelle tectonique. Paul Dano réussit à regarder dans les yeux le meilleur acteur de l'histoire, sans se laisser intimider. Cependant, comme je l'ai déjà mentionné, le duel n'est pas équilibré à 100%. Aucun duel où se trouve Day-Lewis ne peut être équilibré. Le point culminant dans la salle de bowling est, sans exagérer, la scène la plus brutale de la décennie. Un duel d'humiliation finale où le langage devient une arme de destruction massive. I am the third revelation. I am the third revelation. The mountains, you remember all that? One shot. One shot. One shot. Avant d'être un film sur la guerre du Vietnam, Voyage au bout de l'enfer est une tragédie sur la destruction de l'âme masculine. Le duel d'acteurs est une blessure ouverte entre le traumatisme et la folie. D'un côté, Robert De Niro, la retenue absolue, l'homme qui tente de retenir les morceaux de sa propre âme alors qu'il voit son monde se désintégrer. De l'autre, Christopher Walken, dans l'interprétation la plus troublante de sa carrière, un homme qui n'est plus là, dont l'esprit a été dévoré par l'horreur au point de devenir une coquille vide qui ne répond plus qu'au stimulus de la mort. La scène de la roulette russe est un miracle technique et émotionnel. L'intensité de De Niro, suant la douleur et le désespoir alors qu'il tente de ramener son ami, se heurte au regard de Walken, des yeux qui ont déjà vu l'autre côté et ont décidé d'y rester. Walken ne scie pas, ne ressent rien. Il sourit seulement avec une lucidité maniaque qui glace le sang. C'est un duel où il n'y a pas de lutte, seulement l'amitié la plus pure de deux hommes qui tentent de survivre dans un monde qui est déjà mort. Hade någonsin brytt dig om någon annan levande varelse själv? Om du verkligen önskat dig ett barn hade jag aldrig kunnat tvinga dig till abort. Hade jag sett emot? Ingmar Bergman réduit l'univers à une pièce pour filmer l'autopsie d'un lien sacré. Dans Sonate d'automne, nous assistons au duel définitif entre une mère, Charlotte, une pianiste à succès qui ne sait aimer que son propre ego, et sa fille, Eva, qui a passé sa vie à languir dans l'ombre d'une absence affective. Le duel devient une torture émotionnelle, où le refoulé, la haine et le non-dit éclatent de la manière la plus douloureuse possible. La technique de la mise en scène, des gros plans qui mettent à nu chaque pore de la peau et chaque fracture du regard, nous oblige à être témoins de ce qui reste normalement caché dans le silence familial. Ingrid Bergman livre sa meilleure performance, faite de l'élégance de celle qui se protège par son propre talent, tandis que Liv Ullmann répond par une vulnérabilité qui se transforme en une fureur contenue pendant des décennies. La scène du piano est la définition visuelle du mépris et de la blessure. La mère corrigeant la technique de la fille n'est pas un acte d'enseignement, c'est une exécution publique de l'esprit de l'autre. Voir ces deux légendes se dévorer à travers le dialogue, se lançant des vérités comme des coups d'escrime, est une expérience mystique. I give you facts. You don't give They are me not facts. What facts? They are fucking facts! What facts? Fuck you! Fuck you! Dans The Master, il se produit quelque chose d'inouï dans l'histoire du cinéma. Deux des meilleures interprétations de tous les temps se rejoignent et donnent lieu à une guerre pour le contrôle de l'âme même. Paul Thomas Anderson place face à face les deux forces de la nature les plus imposantes du XXIe siècle, Joaquin Phoenix et Philip Seymour Hoffman. C'est le choc entre le chaos absolu et le contrôle absolu. Phoenix incarne Freddie Quell, un animal blessé, une créature aux instincts primaires qui se traîne dans la vie, intoxiqué par l'alcool et les traumatismes. Face à lui, Hoffman est Lancaster Dodd, le chef de file de la secte, un architecte des volontés qui utilise la parole et le charisme pour domestiquer l'obscurité d'autrui, tout en cachant la sienne. Ce qui se passe dans la célèbre scène du traitement est, sans discussion, le meilleur duel d'acteurs de l'histoire du cinéma. Sans scier, sans coupure, la caméra reste fixe pendant que Dodd soumet Quell à un interrogatoire qui est, en réalité, une opération à cœur ouvert. Phoenix se tord, son visage est un masque de douleur et de rire nerveux, tandis que Hoffman le maintient avec une gravité presque divine, le frappant de questions qui cherchent le noyau de son existence. C'est le dompteur face à la bête. La maîtrise de ce duel réside dans l'interdépendance. Dodd a besoin de la sauvagerie de Quell pour valider sa doctrine, et Quell a besoin de la structure de Dodd pour ne pas se désintégrer. C'est un duel si parfait et complexe qu'il mérite des heures d'analyse. J'ai une vidéo où je dissèque pourquoi c'est le meilleur duel de tous les temps. Je vous invite à la regarder. I don't know. I don't know. Si vous avez ressenti la vibration de ces images, si vous comprenez que le cinéma est le dernier refuge de la vérité, cet endroit est le vôtre. Abonnez-vous, explorez le reste de mes analyses et dites-moi en commentaire,
Quel est pour vous le duel qui transcende l'écran? L'inactivité est terminée. On se voit très bientôt.